Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je poursuis toujours la lecture du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Là, nous nous en étions donc arrêtés justement à la rencontre entre Mr. Phileas Fogg et Francis Cromarty, qui n'est autre qu'un brillant brigadier général. Voilà, et ils se rencontrent actuellement donc dans le train qui les amène de Bombay à Calcutta. Sur ce, n'hésitez pas à vous installer confortablement si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous invite aussi à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Ceci est une belle invitation à la détente, au repos et à l'évasion, au voyage. Car après tout, comme dit Saint-Exupéry, peu importe la destination, c'est le voyage qui compte. Et je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie. Sir Francis Cromarty n'était pas sans avoir reconnu l'originalité de son compagnon de route, bien qu'il ne l'eût étudié que les cartes à la main et entre deux robes. Il était donc fondé à se demander si un cœur humain battait sous cette froide enveloppe, si Phileas Fogg avait une âme sensible aux beautés de la nature, aux aspirations morales. Pour lui, cela faisait question. De tous les originaux que le brigadier général avait rencontrés, aucun n'était comparable à ce produit des sciences exactes. Phileas Fogg n'avait point caché à Sir Francis Cromarty son projet de voyage autour du monde, ni dans quelles conditions il l'opérait. Le brigadier général ne vit dans ce pari qu'une excentricité sans but utile à laquelle manquerait nécessairement le transire benefaciendo qui doit guider tout homme raisonnable. Au train dont marchait le bizarre gentleman, il passerait évidemment sans rien faire, ni pour lui, ni pour les autres. Une heure après avoir quitté Bombay, le train franchissait les viaducs, avait traversé l'île Salsette et courait sur le continent. À la station de Kalyan, il laissa sur la droite l'embranchement qui, par Kandala à Poona, descendant vers le sud-est de l'Inde, et il gagna la station de Panwell. À ce point, il s'engagea dans les montagnes très ramifiées des Ghats occidentales, chaînes à base de trappe et de basalte, dont les plus hauts sommets sont couverts de bois épais. De temps à autre, Sir Francis Cromarty et Phileas Fogg échangeaient quelques paroles, et à ce moment, le brigadier général, relevant une conversation qui tombait souvent, dit « Il y a quelques années, Monsieur Fogg, vous auriez éprouvé en cet endroit un retard qui eût probablement compromis votre itinéraire. » Pourquoi cela, Sir Francis ? Parce que le chemin de fer s'arrêtait à la base de ces montagnes, qu'il fallait traverser en palanquin ou à dos de poney jusqu'à la station de Kandala située sur le versant opposé. Ce retard n'eût aucunement dérangé l'économie de mon programme, répondit Mr. Fogg. Je ne suis pas sans avoir prévu l'éventualité de certains obstacles. Cependant, Monsieur Fogg, reprit le brigadier général, vous risquez d'avoir une fort mauvaise affaire sur les bras avec l'aventure de ce garçon. Passepartout, les pieds entortillés dans sa couverture de voyage, dormait profondément et ne rêvait guère que l'on parlait de lui. Le gouvernement anglais est extrêmement sévère, et avec raison pour ce genre de délit, reprit Sir Francis Cromarty. Il tient par-dessus tout à ce que l'on respecte les coutumes religieuses des hindous, et si votre domestique eût été pris... Eh bien, s'il eût été pris, Sir Francis, répondit M. Fogg, il aurait été condamné, il aurait subi sa peine et puis il serait revenu tranquillement en Europe. Je ne vois pas en quoi cette affaire eût pu retarder son maître. Et là-dessus, la conversation retomba. Pendant la nuit, le train franchit les Ghats, passa à Nassik et le lendemain, 21 octobre, il s'élançait à travers un pays relativement plat, formé par le territoire du Khandaïch. La campagne, bien cultivée, était semée de bourgades au-dessus desquelles le minaret de la pagode remplaçait le clocher d'église européenne. De nombreux petits cours d'eau, la plupart affluents et sous-affluents du Godavéry, irriguaient cette contrée fertile. Passepartout, réveillé, regardait et ne pouvait croire qu'il traversait le pays des hindous dans un train du Great Peninsular Railway. Cela lui paraissait invraisemblable. Et cependant, rien de plus réel. La locomotive
dirigé par le bras d'un mécanicien anglais chauffé de houille anglaise, lançait sa fumée sur les plantations de cotonniers, de caféiers, de muscadiers, de girofliers, de poivriers rouges. La vapeur se contournait en spirale autour des groupes de palmiers entre lesquels apparaissaient de pittoresques bungalows, quelques viharis, sortes de monastères abandonnés, et les temples merveilleux qu'enrichissait l'inépuisable ornementation de l'architecture indienne. Puis, d'immenses étendues de terrain se dessinaient à perte de vue. Des jungles où ne manquaient ni les serpents ni les tigres qu'épouvantaient les hennissements du train, et enfin des forêts, fendues par le tracé de la voie, encore hantées d'éléphants qui, d'un œil pensif, regardaient passer le convoi échevelé. Pendant cette matinée, au-delà de la station de Malligaume, les voyageurs traversèrent ce territoire funeste qui fut si souvent ensanglanté par les secteurs de la déesse Kali. Non loin s'élevait Ellora et ses pagodes admirables, non loin la célèbre Aurangabad, la capitale du farouche Aurangzeb, maintenant simple chef-lieu de l'une des provinces détachées du royaume du Nizam. C'était sur cette contrée que Feringhea, le chef des Thugs, le roi des étrangleurs, exerçait sa domination. Ces assassins, unis dans une association insaisissable, étranglés, en l'honneur de la déesse de la mort, des victimes de tout âge sans jamais verser de sang, et il fut un temps où ils ne pouvaient fouiller un endroit quelconque de ce sol sans y trouver un cadavre. Le gouvernement anglais a bien pu empêcher ces meurtres dans une notable proportion, mais l'épouvantable association existe toujours et fonctionne encore. À 12h30, le train s'arrêta et la station de Burhanpur et Passepartout put s'y procurer à prix d'or une paire de babouches agrémentées de perles fausses qu'il chaussa avec un sentiment d'évidente vanité. Les voyageurs déjeunèrent rapidement et repartirent pour la station d'Assurgur, après avoir un instant côtoyé la rive du Tapti, petit fleuve qui va se jeter dans le golfe de Cambay près de Surat. Il est opportun de faire connaître quelles pensées occupaient alors l'esprit de Passepartout. Jusqu'à son arrivée à Bombay, il avait cru et pu croire que les choses en resteraient là. Mais maintenant, depuis qu'il filait à toute vapeur à travers l'Inde, un revirement s'était fait dans son esprit. Son naturel lui revenait au galop. Il retrouvait les idées fantaisistes de sa jeunesse, il prenait au sérieux les projets de son maître, il croyait à la réalité du pari, conséquemment à ce tour du monde et à ce maximum de temps qu'il ne fallait pas dépasser. Déjà même, il s'inquiétait des retards possibles, des accidents qui pouvaient survenir en route. Il se sentait comme intéressé dans cette gageure et tremblait à la pensée qu'il avait pu la compromettre la veille par son impardonnable badauderie. Aussi, beaucoup moins flegmatique que M. Fogg, il était beaucoup plus inquiet. Il comptait et recomptait les jours écoulés, maudissait les haltes du train, l'accusait de lenteur et blâmait in petto M. Fogg de n'avoir pas promis une prime au mécanicien. Il ne savait pas, le brave garçon, que ce qui était possible sur un paquebot ne l'était plus sur un chemin de fer dont la vitesse est réglementée. Vers le soir, on s'engagea dans les défilés des montagnes de Sudpur, qui séparèrent le territoire du Khandesh de celui du Bundelkund. Le lendemain, 22 octobre, sur une question de Sir Francis Cromarty, Passepartout, ayant consulté sa montre, répondit qu'il était 3h du matin. Et en effet, cette fameuse montre, toujours réglée sur le méridien de Greenwich, qui se trouvait près de 77 degrés dans l'ouest, devait retarder en effet de 4 heures. Sir Francis rectifia dans l'heure donnée sur Passepartout, auquel il fit la même observation que celui-ci avait déjà reçue de la part de Fix. Il essaya de lui faire comprendre qu'il devait se régler sur chaque nouveau méridien et que, puisqu'il marchait constamment vers l'est, c'est-à-dire au-devant du soleil, les jours étaient plus courts d'autant de fois 4 minutes qu'il y avait de degrés parcourus. Ce fut inutile. Que l'entêté garçon eût compris ou non l'observation du brigadier général, il s'obstina à ne pas avancer sa montre, qu'il maintint invariablement à l'heure de Londres.
innocente manie d'ailleurs, et qui ne pouvait nuire à personne. À 8 heures du matin et à 15 milles en avant de la station de Rothal, le train s'arrêtait au milieu d'une vaste clairière, bordée de quelques bungalows et de cabanes d'ouvriers. Le conducteur du train passa devant la ligne des wagons en disant « Les voyageurs descendent ici ». Phileas Fogg regarda Sir Cromarty, et qui parut ne rien comprendre à cette halte au milieu d'une forêt de tamarins et de cachours. Passepartout, non moins surpris, s'élança sur la voie et revint presque aussitôt, s'écriant « Monsieur, plus de chemin de fer !»« Que voulez-vous dire ?» demanda Sir Francis Cromarty. « Je veux dire que le train ne continue pas !» Le brigadier général descendit aussitôt du wagon. Phileas Fogg le suivit sans se presser. Tous deux s'adressèrent au conducteur. « Où sommes-nous » demanda Sir Francis Cromarty. « Au bureau de Colby » répondit le conducteur. « Nous nous arrêtons ici ?»« Sans doute. Le chemin de fer n'est point achevé. »« Comment ? Il n'est point achevé ?»« Non. Il y a encore un tronçon d'une 50aine de milles à établir entre ce point et Allahabad, où la voie reprend. »« Mais les journaux ont pourtant annoncé l'ouverture complète du railway. »« Que voulez-vous, monsieur l'officier ? Les journaux se sont trompés. »« Et vous donnez des billets de Bombay à Calcutta ?» reprit Sir Francis Cromarty, qui commençait à s'échauffer. « Mais sans doute, » répondit le conducteur. « Mais les voyageurs savent bien qu'ils doivent se faire transporter de Colby jusqu'à Allahabad. » Sir Francis Cromarty était furieux. Passepartout eût volontiers assommer le conducteur qui n'en pouvait, mais il n'osait regarder son maître. « Sir Francis, dit simplement Mr. Fogg, nous allons, si vous voulez bien, arriver au moyen de gagner Allahabad. Monsieur Fogg, il s'agit ici d'un retard absolument préjudiciable à vos intérêts. » Non, Sir Francis, cela était prévu. Quoi ? Vous saviez que la voie... En aucune façon. Mais je savais qu'un obstacle quelconque surgirait tôt ou tard sur ma route. Or, rien n'est compromis. J'ai 2 jours d'avance à sacrifier. Il y a un steamer qui part de Calcutta pour Hong Kong le 25 à midi. Nous ne sommes qu'au 22 et nous arriverons à temps à Calcutta. Il n'y avait rien à dire à une réponse faite avec une si complète assurance. Il n'était que trop vrai que les travaux du chemin de fer s'arrêtaient à ce point. Les journaux sont comme certaines montres qui ont la manie d'avancer et ils avaient prématurément annoncé l'achèvement de la ligne. La plupart des voyageurs connaissaient cette interruption de la voie et, en descendant du train, ils s'étaient emparés des véhicules de toutes sortes que possédait la bourgade, palkigharis, à 4 roues, charrettes traînées par des zébus, sortes de bœufs à bosses, chars de voyage ressemblant à des pagodes ambulantes, palanquins, poneys, etc. Aussi, M. Fogg et Sir Francis Cromarty, après avoir cherché dans toute la bourgade, revinrent-ils sans avoir rien trouvé. « J'irai à pied, » dit Phileas Fogg. Passepartout, qui rejoignit alors son maître, fit une grimace significative en considérant ses magnifiques mais insuffisantes babouches. Fort heureusement, il avait été de son côté à la découverte et en hésitant un peu, « Monsieur, dit-il, je crois que j'ai trouvé un moyen de transport. »« Lequel ?»« Un éléphant. Un éléphant qui appartient à un Indien logé à 100 pas d'ici. »« Allons voir l'éléphant, » répondit M. Fogg. 5 minutes plus tard, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty et Passepartout arrivaient près d'une hutte qui attenait un enclos fermé de hautes palissades. Dans la hutte, il y avait un Indien et dans l'enclos un éléphant. Sur leur demande, l'Indien introduisit M. Fogg, ses 2 compagnons dans l'enclos. Là, ils se trouvèrent en présence d'un animal à demi domestiqué que son propriétaire élevait, non pour en faire une bête de somme, mais une bête de combat. Dans ce but, il avait commencé à modifier le caractère naturellement doux de l'animal, de façon à le conduire graduellement à ce paroxysme de rage appelé « mousse » dans la langue hindoue, et cela en le nourrissant pendant 3 mois de sucre et de beurre. Ce traitement peut paraître impropre à donner de tels résultats, mais il n'en est pas moins employé avec succès par les éleveurs. Très heureusement pour M. Fogg, l'éléphant en question venait à peine d'être mis à ce régime et le musth ne s'était point encore déclaré. Kiyuni,
C'était le nom de la bête. Pouvait, comme tous ses congénères, fournir pendant longtemps une marche rapide et à défaut d'autres montures, Phileas Fogg a résolu de l'employer. Mais les éléphants sont chers dans l'Inde, où ils commencent à devenir rares. Les mâles, qui seuls conviennent aux luttes des cirques, sont extrêmement recherchés. Ces animaux ne se reproduisent que rarement quand ils sont réduits à l'état de domesticité, de telle sorte qu'on ne peut s'en procurer que par la chasse. Aussi sont-ils l'objet de soins extrêmes, et lorsque M. Fogg demanda à l'Indien s'il voulait lui louer son éléphant, l'Indien refusa net. Fogg insista et offrit de la bête un prix excessif, 10 livres, l'équivalent de 250 francs. À l'heure. 10 livres l'heure. Refus. 20 livres. Refus encore. 40 livres. Refus toujours. Passepartout bondissait à chaque surenchère. Mais l'Indien ne se laissait pas tenter. La somme était belle cependant. En admettant que l'éléphant employait 15 heures à se rendre à Allahabad, c'était 600 livres, l'équivalent de 15 000 francs, qu'il rapportera à son propriétaire, tout de même. Phileas Fogg, sans s'animer en aucune façon, proposa alors à l'Indien de lui acheter sa bête et lui en offrit tout d'abord 1000 livres, 25 000 francs. L'Indien ne pouvait pas vendre. Peut-être le drôle flairait-il une magnifique affaire. Sir Francis Cromarty prit M. Fogg à part et l'engagea à réfléchir avant d'aller plus loin. Phileas Fogg répondit à son compagnon qu'il n'avait pas l'habitude d'agir sans réflexion, qu'il s'agissait en fin de compte d'un pari de 20 000 livres, que cet éléphant lui était nécessaire et que, dût-il le payer 20 fois sa valeur, il aurait cet éléphant. M. Fogg revint trouver l'Indien dont les petits yeux, allumés par la convoitise, laissaient bien voir que pour lui ce n'était qu'une question de prix. Phileas Fogg offrit successivement 1200 livres, puis 1500, puis 1800, enfin 2000 livres, c'est-à-dire 50 000 francs. Passepartout, si rouge d'ordinaire, était pâle d'émotion. À 2000 livres, l'Indien se rendit. « Par mes babouches, s'écria Passepartout, voilà qui met à un beau prix la viande d'éléphant. » L'affaire conclue, il ne s'agissait plus que de trouver un guide. Ce fut plus facile. Un jeune Parsi, à la figure intelligente, offrit ses services. M. Fogg accepta et lui promit une forte rémunération qui ne pouvait que doubler son intelligence. L'éléphant fut amené et équipé sans retard. Le Parsi connaissait parfaitement le métier de mahout ou cornac. Il couvrit d'une sorte de housse le dos de l'éléphant et disposa, de chaque côté, sur ses flancs, ces 2 espèces de calottes assez peu confortables. Phileas Fogg paya l'Indien en bank-notes qui furent extraites du fameux sac. Il semblait vraiment qu'on les tirât des entrailles de Passepartout. Puis M. Fogg offrit à Sir Francis Cromarty de le transporter à la station d'Allahabad. Le brigadier général accepta. Un voyageur de plus n'était pas pour fatiguer le gigantesque animal. Des vivres furent achetés à Colby. Sir Francis Cromarty prit place dans l'une des cacolets et Phileas Fogg dans l'autre. Passepartout se mit à califourchon sur la housse entre son maître et le brigadier général. Le Parsi se jucha sur le cou de l'éléphant et à 9 heures, l'animal, quittant la bourgade, s'enfonçait par le plus court dans l'épaisse forêt de Latanier. Chapitre 12. Où Phileas Fogg et ses compagnons s'aventurent à travers la forêt de l'Inde et ce qui s'ensuit. Le guide, afin d'abréger la distance à parcourir, laissa sur la droite le tracé de la voie dont les travaux étaient en cours d'exécution. Ce tracé, très contrarié par les capricieuses ramifications des monts Vindhya, ne suivait plus le court chemin que Phileas Fogg avait intérêt à prendre. Le Parsi, très familiarisé avec les routes de sentiers du pays, prétendait gagner une 20aine de milles en coupant à travers la forêt et on s'en rapporta de lui.
Phileas Fogg et Sir Francis Cromarty, enfouis jusqu'au cou dans les cacolets, étaient fort secoués par le trot raide de l'éléphant, auquel son mahout imprimait une allure rapide. Mais ils enduraient la situation avec le flegme le plus britannique, causant peu d'ailleurs, en se voyant à peine l'un l'autre. Quant à Passepartout, posté sur le dos de la bête et directement soumis au coup et au contre-coup, il se gardait bien, sur une recommandation de son maître, de tenir sa langue entre ses dents, car elle eût été coupée nette. Le brave garçon, tantôt lancé sur le cou de l'éléphant, tantôt rejeté sur la croupe, faisait de la voltige, comme un clown sur un tremplin. Mais il plaisantait, il riait au milieu de ses sauts de carpe et de temps en temps, il tirait de son sac un morceau de sucre que l'intelligent Kioni prenait du bout de sa trompe sans interrompre un instant son trot régulier. Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette lecture. Donc, restez avec nous pour connaître la suite de l'histoire. C'est tout de suite sur C8. Je vous dis à dans un instant.